Au début du mois de mars, Fawcett convoqua tous les Aurores à une réunion pour leur exposer une mission concernant toute la brigade. Nos collègues français et hollandais ont récemment saisi énormément de substances interdites qui se sont révélées soit dangereuses, soit traditionnellement utilisées en magie noire. Ils ont la nette impression que tout un réseau s'est mis en place. Vu que la plupart des saisies ont eu lieu près de leurs frontières, ils pensent que ces produits sont destinés à l'exportation. Des inscriptions en anglais ont été trouvées en accompagnement, ce qui nous désigne comme un des pays destinataires potentiels. Rien n'a été récupéré par notre police magique des frontières ? Demanda Patrick Alderton, le partenaire d'Owen. Si, mais pas plus que d'habitude. Ce qui nous fait douter de l'arrivée des marchandises par les voies usuelles. On se demande s'ils n'utilisent pas les moyens de transport moldus. Comment on va faire, alors, pour enquêter ? Interrogea Primrose Dagworth. Le ministre Shacklebolt a contacté son homologue moldu et l'a convaincu de nous donner des facilités pour surveiller leurs entrées sur le territoire. Par les transports moldus ? S'inquiéta une voix. Je sais que cela posera des problèmes à certains d'entre vous, convint Fawcett, et il n'est pas question de vous y envoyer sans préparation. Je ne vois pas très bien ce que nous pourrons faire, opposa Michael Corner. Il y a chaque jour des centaines de trains, bateaux, avions qui entrent dans le pays, sans parler des voitures qui voyagent sur les ferries ou passent par le tunnel sous la Manche. Les Aurores se regardèrent, inquiets de la complexité du problème auquel ils avaient à faire face. Les choses sont en train de se mettre en place pour nous donner les moyens de travailler efficacement. En attendant, ouvrez l'œil. Quelle que soit la façon dont ces marchandises arrivent chez nous, elles sont forcément entreposées ou transportées par un réseau sorcier par la suite. Interrogez vos indices. Faites une petite visite à ceux qui ont touché à ce genre d'affaires dans le passé. Ils sont peut-être mouillés ou en savent davantage que nous. Alors que Fawcett réintégrait son bureau, Harry regarda autour de lui. Il sentit la tension émanant de ses collègues, surtout les moins jeunes, qui semblaient appréhender de sortir du monde magique. Harry savait que, statistiquement, presque la moitié d'entre eux étaient nés de parents moldus ou n'avaient une ascendance qu'à moitié sorcière. Cependant, la Première Guerre, mais aussi l'usage en cours dans la communauté, avait poussé une grande partie des sorciers de cette génération à rejeter ou oublier leurs racines moldues. Pour eux, y revenir serait un réapprentissage. Ce ne fut que quelques jours plus tard que leur commandant leur indiqua ce que les ministres avaient organisé. Pour commencer, un commissaire de police moldu, dont le fils est à Poudlard, sera notre interlocuteur privilégié. C'est lui qui prendra les dispositions nécessaires pour que nous puissions travailler à proximité de ses collègues. Il a étudié notre problème et nous a fait un certain nombre de suggestions pour mener à bien notre enquête. Harry se demanda si c'était la première fois qu'une telle coopération était mise sur pied. Sans doute, au vu des regards surpris, voire désapprobateurs, qu'échangeaient les Aurores. L'opération devrait être moins compliquée que nous ne le craignions, enchaîna Fawcett. Il m'a expliqué que les Moldus surveillent davantage leurs frontières que nous et obligent la plupart des voyageurs à passer par des points de contrôle. C'est là que nous pourrons nous placer pour surveiller les marchandises entrant dans le pays. Nous avons décidé de nous concentrer dans un premier temps sur les transports réguliers venant de France. Cela limite les ports concernés à moins de 10. Pour les trains, il n'y a que 2 gares qui desservent le continent, car tous les convois se partagent une voie unique, celle qui passe sous la Manche. Les 2 arrêts sont très surveillés par la police moldue, et nous nous alignerons sur leur dispositif. C'est un peu plus compliqué pour les avions, mais nous avons décidé de nous limiter à l'aéroport de Londres, celui qu'ils appellent Heathrow. Ce trafic, comme pour les ports au loin internationaux, a des horaires fixes et des lignes régulières, ce qui nous facilitera la tâche. Ça fait encore beaucoup d'endroits et de moments à contrôler, nota Michael Corner.
Je vais à Paris cet après-midi pour rencontrer Antoine Épervier, le chef des chasseurs français, continua Fossette. Nous allons nous partager le travail. Ils s'occuperont de certains trains au départ et nous prendrons les autres à l'arrivée. Et le transit commercial, insista Michael. Il y a des tonnes et des tonnes de marchandises arrivant par cargo dans des containers dans nos ports. Nous l'avons évoqué, mais nous avons conclu qu'il y avait peu de chances que les produits volatiles, instables et fragiles, comme ceux que nous recherchons, passent par ce genre de transport, contra patiemment Fossette. Les sorciers qui font cela s'arrangent sans doute pour perdre le moins possible de vue leurs précieuses marchandises. Pour cette raison, nous ne nous occuperons que du flux des voyageurs et de leurs bagages, du moins dans un premier temps. Dès la semaine suivante, l'organisation commença à se mettre en place. Quelques binômes furent modifiés pour que chaque équipe ait au moins un connaisseur du monde moldu. Harry resta avec Pritchard et il fut chargé de lui enseigner les bases. Il décida de l'emmener directement dans les rues de Londres, à partir du chaudron baveur. « Je suis déjà allé chez les moldus », fit remarquer Pritchard. « J'ai accompagné mes enfants à King's Cross en septembre dernier. »« Tu sais métamorphoser tes vêtements alors ?» en conclut Harry. Pritchard s'exécuta. « Pas mal », accorda Harry. « C'est un peu vieillot comme mode, mais ça ira. » Lui-même se vêtit d'un pantalon large et d'un sweatshirt. « Tu sors en pyjama ?» s'étonna son partenaire. « Tu ne comprends rien à la mode, » lui répondit Harry avec un clin d'œil. « C'est une tenue sportive, » expliqua-t-il. « Eux, au moins, ils n'ont pas le vent qui s'engouffre dans leur robe quand ils courent. »« Tu ne connais pas le sort de Bessourlet ?»« Moi si, mais pas les moldus. »« D'accord. Donc ils se mettent en pyjama pour faire du sport. »« Bon, ce qui nous intéresse, » coupa Harry, « c'est de passer inaperçu dans une gare. Le plus simple serait d'aller à Waterloo, pour voir les gens qui arrivent de France et avoir en tête des modèles de vêtements passe-partout. » Il leur fallut prendre les transports en commun pour s'y rendre. Tout en regardant un plan de Londres, Harry se demanda si c'était l'emplacement du bar frontalier qui avait influé sur le choix de King's Cross pour le départ du Poudlard Express et permettre ainsi aux familles sorcières de ne pas trop s'éloigner du chemin de traverse. « Tu préfères prendre le métro ou le bus ?» demanda-t-il à son coéquipier. « Qui est-ce qui est le plus moldu ?» s'enquit Pritchard. « Le métro. C'est comme un train, mais souterrain. Leur bus ressemble au nôtre, avec des conducteurs moins brusques. »« Va pour le métro !» décida courageusement Pritchard. Il suivit Harry dans les rues, puis descendit avec lui dans les tréfonds de Londres. Il se montra intéressé par les escaliers roulants, puis observa avec étonnement les guichets automatiques auprès desquels Harry se procura des billets de transport. « Tu es sûr que ce n'est pas magique ?» chuchota-t-il alors que l'écran interactif proposait plusieurs options à Harry, puis lui indiquait le prix à verser. « C'est de l'informatique, je t'expliquerai, » lui souffla le jeune Aurore. Ils s'enfoncèrent encore plus profondément sous terre, puis stationnèrent sur le quai. Pritchard était fasciné par les panneaux d'information affichant les temps d'attente. « C'est drôlement pratique, » commenta-t-il. « Il y en a aussi à King's Cross ?» lui rappela Harry. Je devais être trop occupé à trouver la barrière et tenter de ne pas perdre mes enfants dans la foule pour les remarquer. 2 stations plus tard, ils empruntèrent une correspondance et reprirent une autre rame. Ils se laissèrent ensuite guider par les panneaux fléchés pour arriver directement dans la gare ferroviaire. « Il faut chercher Eurostar, » dit Harry en regardant son carnet de notes. « Là !» indiqua Pritchard, qui commençait à se familiariser avec la signalétique moldue. Ils se postèrent devant la barrière où les personnes pouvaient attendre les arrivants. Ils eurent de la chance. Au bout de 10 minutes, un flot de voyageurs passa devant eux. Les 2 aurores les observèrent pour noter l'aspect et les postures de chacun, en vue de se fondre discrètement dans la masse quand ils seraient en service. Au bout d'un moment, Harry proposa à son collègue de marcher un peu en ville. Pritchard accepta, et Harry se retrouva promu guide touristique. « Tu viens souvent de ce côté ?» s'enquit Pritchard. « J'apprécie de pouvoir m'y promener sans que tout le monde me reconnaisse. »
Mais je n'ai pas eu trop le temps ces derniers mois, répondit Harry. Mais j'essaye de le faire régulièrement, car mon amie Hermione trouve très important qu'on ne perde pas l'habitude d'y aller. D'ailleurs, elle habite avec son mari dans une des maisons sorcières construites dans un lotissement moldu. « Toi aussi tu as de la famille moldue ?» se souvint son coéquipier. « Je ne m'entends pas très bien avec mon oncle et ma tante, » expliqua Harry avec gêne. « Je vois mon cousin de temps en temps, » ajouta-t-il après réflexion. Pritchard dut sentir que la question était délicate et demanda ce qu'était l'informatique. Trois jours plus tard, ils retournaient à la gare avec un badge qui leur donnait le droit d'accéder à la zone douanière. Les policiers moldus étaient prévenus que des agents de renseignement étaient habilités à assister aux arrivées. Les sorciers tenaient leurs baguettes dans leurs poches et lançaient des sorts de repérage de magie noire sur tous les voyageurs et bagages qui passaient devant eux. Il n'était cependant pas possible de contrôler toutes les entrées dans le pays. En accord avec leurs homologues français, ils tentaient de varier les jours et les heures, espérant avoir la chance de tomber sur un passeur. Dans un premier temps, ils avaient décidé de ne pas enquêter dans les aéroports, considérant que les mesures de sécurité appliquées à l'embarquement devaient dissuader les trafiquants. S'ils ne trouvaient rien sur les trains et les bateaux de tourisme, ils pourraient toujours modifier leur stratégie. Le contrôle des voitures se faisait du côté français. Leur session de surveillance, qui revenait toutes les 2 semaines pour chaque équipe, était terriblement fastidieuse. Rester une journée entière planté à l'entrée du quai, ne mangeant ou ne se dégourdissant les jambes qu'entre 2 arrivées, n'était pas des plus passionnants. C'était en outre assez fatigant, car ils devaient lancer de nombreux sorts en continu. Au bout de 6 semaines, les aurores découragées par leur manque de résultats rechignaient quand venait leur tour de garde. Harry remarqua avec amusement que des objets moldus avaient fait leur apparition dans le bureau des aurores. Paquets de friandises entamés, livres de poche achetés sur place pour passer le temps entre 2 flots de voyageurs. Mais les produits qui avaient eu le plus de succès étaient sans conteste les tabloïds, certainement pour leur aptitude à présenter des sujets féminins, plus ou moins dénudés, en première page. Une fois les images admirées, les aurores s'intéressaient également au scandale exposé au lecteur avec force détails graveleux. « T'es choqué ?» demanda un jour Owen à Harry, qui venait de repousser un des journaux qui traînait, avec une grimace de dégoût. « Tu trouves bien qu'on raconte des choses comme ça ?» interrogea Harry en retour. « C'est marrant à lire !» justifia Owen. « Ça doit être moins marrant quand c'est ta vie qui est ainsi exposée » rétorqua Harry. « Quelle importance! On ne les connaît pas. »« On voit que tu n'as jamais fait l'objet d'articles à scandale, » grogna Harry. « Bon, d'accord, ça ne doit pas être toujours agréable. Mais tu n'es pas non plus obligé de fréquenter des call-girls. »« La question n'est pas là, » soutint Harry, pour qui le sujet était sensible. « Si c'est illégal ou si ça pose un problème à leur femme, c'est avec la police ou leur épouse que ça doit être réglé. Régaler la curiosité malsaine des lecteurs avec des éléments intimes, peut-être inventés en plus, est parfaitement injustifiable. » Owen ne parut pas entièrement convaincu, mais abandonna la discussion. Alors que Ginny entamait son 6e mois de grossesse, à la fin mars, elle revint un soir très excitée. « Devine qui j'ai vu aujourd'hui » tenta-t-elle de faire deviner à son mari. « Tu étais au magasin de Ron et George » s'enquit Harry pour avoir un indice. « Ce n'est pas là que je l'ai rencontré. Figure-toi que Ron avait une réunion de la guilde et que Mrs. Whitehorn lui a dit qu'elle cherchait un spécialiste en Quidditch pour donner des avis sur un nouveau ballet que la compagnie Nimbus va lancer. C'est son mari qui avait fait le cahier des charges et les mages ingénieurs l'ont exécuté au mieux. Mais ils n'ont pas cette connaissance intime des ballets qu'avait leur ancien patron. Alors, ils ont pensé à faire appel à une expertise extérieure. Ron leur a parlé de moi et je suis allée passer un entretien avec Mrs. Whitehorn et son fils. « Et ?» demanda Harry, heureux de voir Ginny aussi épanouie.
Je vais aller travailler avec eux 2 jours par semaine pendant 2 mois. Tu n'auras pas essayé de prototype, j'espère, s'inquiéta Harry. Non, seulement à vérifier qu'ils testent bien toutes les manières dont nous en avons besoin au niveau professionnel, le rassura Ginny. Je pense que Ron a été très clair sur le sujet, car ils m'ont répété 3 fois que mon travail ne consistera pas à monter moi-même sur un balai, mais à indiquer ce que j'aimerais voir améliorer au niveau de la maniabilité et du confort dans un contexte d'utilisation sportive de haut niveau. Ça me paraît intéressant, jugea Harry. Oh oui, je suis ravie. Même si travailler au magasin est marrant, les balais me manquent. Une fois de plus, Harry se sentit un peu coupable de la voir ainsi rivée au sol par une grossesse dont il était responsable. Ne fais pas cette tête-là, mon chéri, dit Ginny en venant s'asseoir sur ses genoux. Tu m'as laissé bien profiter de mon temps chez les harpies. C'est à mon tour d'être raisonnable et de faire des concessions pour que nous puissions fonder notre famille. Je suis tellement contente d'attendre ce bébé que je ne suis vraiment pas à plaindre. Les bras de son épouse autour de son cou et l'arrondi de son ventre contre lui, Harry se considéra également comme particulièrement comblé par la vie. La semaine suivante, une saisie eut lieu en France, gare du Nord à Paris. Par courtoisie, le chef des chasseurs français, Antoine Épervier, invita Fawcett pour lui faire le compte-rendu de l'interrogatoire des 2 individus appréhendés en possession de substances illicites. Le commandant envoya à sa place ceux qu'il avait désignés pour être en charge de ce dossier. Janice, qui parlait très bien français grâce à sa relation avec Pierre Bel-Éclair, et Albert Hertz. Ceux-ci revinrent 2 jours plus tard. Les malfaiteurs, en échange d'un allègement de peine, avaient accepté de donner le nom de quelques-uns de leurs complices. Par contre, ils ignoraient tout de l'identité des membres du réseau œuvrant en Angleterre. Ils livrèrent cependant une information intéressante. La destination finale des produits n'était pas les îles britanniques. Le commanditaire, toujours selon les dires des trafiquants, ne se trouvait pas en Europe. « Cela change un peu la direction de nos recherches », indiqua Fawcett à toutes ses troupes réunies. « Nos cibles ne sont plus des mages noirs, mais de simples passeurs. Cela ne veut pas dire que personne ne se sert au passage pour alimenter la demande du pays. Mais c'est sur le réseau que nous devons nous concentrer. »« Pourquoi font-ils transiter les marchandises par l'Angleterre ?» interrogea Clancy Pilgrim. « Si c'est pour l'envoyer ensuite par la voie maritime, pourquoi ne pas partir directement de France ?»« Ils pourraient utiliser l'avion aussi, » remarqua Janice. « Ils n'ont pas d'avion en France ?» les interrogea Michael Corner. « Pas forcément les mêmes lignes, » opposa Harry. « Je sais que pour certaines destinations, il faut passer par Londres. »« Mais pourquoi utilisent-ils des moyens moldus ?» demanda Hilliard Hobday. « Nous supposons que ces marchandises sont destinées à aller plus loin qu'il n'est possible d'aller en balai ou par transplanage, » expliqua Janice. « Et qu'ils ont voulu éviter nos contrôles au départ des porte-au-loin internationaux. »« Elles sont donc envoyées par avion ou bateau, » résuma Pritchard. « Par une ligne de transport qui existe en Angleterre et pas en France, » conclut le commandant. « Nous avons demandé à notre contact moldu de nous aider à déterminer les trajets répondant à ces critères. Les Français sont d'accord pour qu'on suspende nos opérations de surveillance au niveau des arrivées. Nous nous concentrerons désormais sur les départs, notamment pour l'Amérique du Nord. »« Pourquoi pas l'Afrique ou l'Asie ?» s'enquit Michael. « Parce que leur forme de magie utilise rarement les produits qui ont été saisis, » expliqua Albert Hertz. « Quant à l'Europe, ils n'ont aucune raison de passer par l'Angleterre pour y faire des livraisons. On pense en outre que le pays final parle anglais. » Quelques jours plus tard, la liste des destinations à surveiller était distribuée. Il y en avait encore beaucoup, mais ces lignes étaient de fréquence moindre que les liaisons en partance de France. Il leur fut plus facile de s'organiser pour poster des aurores à chaque départ, même si l'effort consenti restait soutenu. Toutes les équipes passaient plusieurs heures par semaine dans les aéroports et les installations portuaires à contrôler les soutes et les bagages à main. La surveillance des aéroports était largement facilitée par les mesures de sécurité adoptées par les Moldus,
qui obligeait les voyageurs à passer par des points de contrôle. Il suffisait donc aux sorciers de se placer aux endroits et de lancer discrètement leur sort. Fin avril, Ginny termina son travail pour la compagnie Nimbus. Le balai entrait dans sa phase de fabrication définitive. Il serait distribué à l'automne pour la rentrée. Harry craignit que son épouse ne regrette cette occupation, mais elle commençait à se sentir alourdie par le bébé qui prenait de plus en plus de place. Elle fut donc soulagée de ne plus avoir à bouger autant et limita même les moments où elle travaillait à la boutique de ses frères. Elle n'allait plus que 3 jours par semaine au sorcier facétieux, préférant se reposer ou passer voir sa mère, Andromeda ou Fleur, qui avait entamé une 3e grossesse au mois de janvier précédent. Ginny avait aussi profité de son passage chez les Whitehorn pour reprendre contact avec Katy Bell. Harry fut heureux de dîner plusieurs fois avec la jeune femme et le fiancé de celle-ci, également mage ingénieur pour les balais Nimbus. Le couple avait l'intention de se marier prochainement et de fonder eux aussi une famille. « C'est une très bonne idée d'avoir enfin créé une crèche et une école élémentaire pour les petits sorciers, » se félicita Katy. « Cela me permettra de ne pas arrêter de travailler. Cela faisait maintenant 5 ans que l'école avait ouvert ses portes, et du fait de l'excellente réputation de l'établissement, de plus en plus de familles sorcières y confiaient leurs rejetons. Selon Hermione, cela avait encouragé beaucoup de jeunes femmes à continuer à exercer leur profession, ce qu'elle considérait comme un progrès pour la société. Remarquant que Harry appréciait d'avoir des invités, Ginny profita de sa disponibilité pour faire venir tous leurs amis proches. Ils virent ainsi Luna, qui passait quelques jours en Angleterre entre 2 expéditions, Neville et Anna, qui commençaient à parler de mariage, Lee, Padma et Parvati, qui travaillaient toujours comme journalistes pour la RITM et la Gazette. Dean Thomas vint aussi une fois, et Harry le remercia de l'avoir mis en contact avec Christopher Perks lors de son enquête sur les blessures du petit Benjamin. Un soir de semaine, Ron leur demanda par cheminée s'ils pouvaient venir les voir après dîner, avec Hermione. « Que peuvent-ils avoir à nous dire qui ne peut attendre dimanche ?» s'interrogea tout haut Harry. « Tu n'as pas une petite idée ?» lui répliqua Ginny. « Oh, ça ! Bon, attendons ce soir. Si ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque. » Ils ne l'étaient pas. Ron et Hermione avaient tenu à leur annoncer la bonne nouvelle en premier, avant même d'en parler aux futurs grands-parents. Cette préséance toucha énormément Harry. Elle était la preuve que malgré les 7 années passées depuis la bataille de Poudlard, ce qu'ils avaient enduré ensemble pour vaincre le mage noir de sinistre mémoire était encore présent dans leurs souvenirs et dans leur cœur. Harry était pleinement conscient du bonheur qu'il devait à Ginny et au futur enfant qu'elle portait. Il savait cependant que, sans les témoignages réguliers de cette amitié, qui lui avait permis de triompher de toutes les épreuves de sa jeunesse, il ne se serait pas senti aussi comblé. Les aurores durent attendre la 2e semaine de mai pour exécuter leur premier coup de filet. Ce jour-là, Anthony Goldstein entra en flèche dans le QG et fila dans le bureau du commandant. Fawcett en sortit très rapidement et fit signe à Janice et Hertz de le suivre hors de la pièce. On s'aggloméra autour d'Anthony pour savoir ce qui se passait. « On en a eu un », clama-t-il. « À Heathrow, le vol pour Salt Lake City. » Il s'assura que tout son auditoire était suspendu à ses lèvres et commença. Comme d'habitude, on a d'abord contrôlé les passagers qui se présentaient au passage de la douane. On n'a rien vu d'inhabituel. Dès qu'ils ont fermé l'enregistrement, on a filé dans la zone de fret et on s'est placé près du tapis qui amène les bagages au chariot de transport. Le type qui surveillait l'opération nous regardait de travers. Vous savez qu'il n'aime pas trop nous voir traîner dans le coin. Il croit qu'on est là pour contrôler leur boulot. Enfin bref, je lance un sort de vérification sur une grosse valise. Et paf, c'était Noël. Ça se met à clignoter de partout, quelque chose de bien. Les aurores sourirent de satisfaction. Depuis le temps qu'ils galéraient sur cette affaire, enfin un résultat concret. Le type de l'aéroport a hurlé comme un goret et a plongé derrière un chariot, mort de peur. À mon avis, il a cru que c'était une bombe et que tout allait exploser.
Ipworth m'a dit d'évacuer la valise en vitesse. J'ai fait flotter le truc vers une zone déserte pendant qu'il passait rapidement le reste des bagages au contrôle. Avant de partir, il a lancé une oubliette au type qui nous avait vus, et puis on s'est occupé de déterminer à qui appartenait la malle, sans ameuter les autres qui travaillaient autour. « Vous avez eu le passeur ?» demanda Christopher Summers. « J'espère que oui. On a regardé l'étiquette qui était sur la valise pour avoir son nom. Ensuite, on a planqué le bagage en le désillusionnant et en jetant dessus des repousses moldues. Après, on a couru dans la salle d'embarquement pour vérifier si les passagers y étaient toujours. On a vu qu'on avait une demi-heure de battement. Ipworth m'a dit de transplaner pour prévenir Fawcett pendant qu'il surveillait les passagers. Le commandant a appelé notre contact moldu par cheminée pour qu'on retarde l'avion et qu'on nous laisse le temps d'arrêter celui dont la carte d'embarquement correspond au numéro qu'on a relevé sur la malle. L'ambiance resta électrique alors que les aurores attendaient les nouvelles. Finalement, Horatius Ipworth, le partenaire d'Anthony, arriva en faisant léviter une large valise noire. « Chaud devant !» lança-t-il. Pritchard donna des ordres pour ménager un espace dans un coin. Sous les yeux de toute la brigade, Ipworth jeta des sorts pour vérifier qu'aucun maléfice ne risquait de les blesser. Un éclair rouge leur montra qu'ils ne s'étaient pas méfiés pour rien. « Bon, on ne va pas ouvrir ça en 5 minutes, remarqua-t-il. « Vous l'avez coincé, finalement ?» s'enquit Pritchard. Fawcett était en train de l'interroger. « Allez, raconte !» lui fit Summers. « Ça a été chaud, » commença Ipworth. « Juste 5 minutes avant le début de l'embarquement, toujours rien. Je me préparais à stupéfixer tout le monde, mais un agent de sécurité est arrivé et a demandé aux voyageurs de montrer leurs papiers. J'ai remarqué un passager qui avait l'air drôlement nerveux, et je l'ai gardé à l'œil. Mais il a passé le contrôle sans problème. L'agent a terminé son tour, puis est allé taper quelque chose sur une de leurs drôles de boîtes. Vous savez, un odynameur. Et puis Fawcett est entré et s'est dirigé droit vers le type en question. Je pense qu'il avait établi un code avec l'agent moldu pour que l'autre lui désigne notre client discrètement et le laisse procéder lui-même à l'arrestation. Ipworth marqua une pause, jouant avec les nerfs de ses collègues, avant de continuer. De mon côté, je me suis rapproché aussi, et j'ai vu Davenport et Hertz en faire autant. Quand le loustic a compris ce qui se passait, c'était trop tard. Hertz lui a envoyé discrètement un anti-transplanage, et Fawcett et moi avons réussi à lui attraper les bras pour qu'il ne prenne pas sa baguette. « Les moldus n'ont rien vu d'étrange ?» s'inquiéta Angelina. « Il y a eu juste un éclair, mais personne n'a bronché. » Vous savez que les moldus ne voient pas grand-chose. Ils ont dû penser que leur police faisait une arrestation un peu musclée. Le mec s'est débattu, mais on a fini par le traîner dehors, et on l'a stupéfixé discrètement. On a vérifié qu'il avait bien une baguette sur lui, et les autres l'ont fait transplaner ici. Moi, je suis allé récupérer la valise. Il n'en savait pas davantage et demanda à Pritchard de l'aider à désensorceler le bagage confisqué. Les deux aurores établirent un pentacle protecteur autour de l'artefact à titre préventif. Harry, qui les assistait à la demande de Pritchard, connaissait le principe, mais c'était la première fois qu'il le voyait mis en œuvre. Ses jeunes camarades regardaient aussi, mais à distance. « Bien, Potter, tu nous couvres ?» lui intima Pritchard. Harry se mit en position, tandis que ses collègues désamorçaient les sorts qui maintenaient le bagage verrouillé. « Non pas près de risque !» souffla Ipworth. « Il est couvert de protection. » Il leur fallut 1 heure pour arriver à leur fin, travaillant consciencieusement avec méthode. Enfin, le couvercle consentit à se soulever. À l'intérieur, il ne semblait y avoir que des vêtements. Eh bien, on ne peut pas dire qu'ils ont fait des choses par-dessous la jambe. Même leur fameux rayon X ne pouvait déceler quoi que ce soit d'inhabituel, remarqua Pritchard. Beaucoup de moyens, gros trafic, grogna Ipworth. Je parie qu'il y a des millions de galions en jeu. Ça veut dire qu'ils seront prêts à tout pour préserver leur pactole. Va falloir faire gaffe quand on les arrêtera. Méthodiquement, ils annulèrent les sorts de métamorphose. Certains leur posèrent problème et ils durent regarder un grimoire de référence pour en venir à bout. « Sont fortiches, ces Français », reconnut Christopher Summers, avec un respect réticent.
Il était 8 heures du soir quand tous les objets eurent retrouvé leur aspect naturel. Il y avait dans cette valise de quoi empoisonner tout le ministère et engendrer de nombreux maléfices. La plupart des aurores étaient restés, fascinés par l'étude des pièces à conviction. Ils attendaient aussi le retour de leur commandant. Ils savaient que si Fawcett arrivait à arracher des renseignements aux passeurs, une opération serait sans doute organisée dans l'heure. Vers 21 heures, les collègues de Harry commencèrent à rentrer chez eux. Grâce à leur badge, ils pouvaient être rejoints dans la nuit si cela s'avérait nécessaire. « Retourne chez toi, Potter, » ordonna son partenaire. « Horatius et moi, on peut finir l'inventaire et ranger tout cela en lieu sûr, sans aide. Couche-toi tôt, il y aura peut-être de l'action demain. » Ginny avait commencé à dîner sans lui et somnolait déjà devant son bol de soupe quand il rentra. « J'ai cru que je ne te verrais pas ce soir, » bâilla-t-elle. « Désolée, ma chérie, j'ai été retenue au bureau. Tu vas bien ? » ?»« Oui, je suis juste fatiguée. Tu me pardonnes, mais je vais me coucher dès que j'ai terminé. »« Tu devrais peut-être arrêter complètement d'aller au magasin, » s'inquiétait Harry. « Je te trouve de plus en plus épuisée quand tu reviens de là-bas. »« Héloïse est en vacances chez ses parents, alors ils ont besoin de moi cette semaine, » expliqua-t-elle. « À son retour, je me reposerai. Ne te fais pas de soucis pour moi. D'ailleurs, maman est passée me voir et ne m'a pas conseillé de me ménager davantage. On peut lui faire confiance, non ? Avoue que sa dernière création est époustouflante. »« C'est ce que je pense à chaque fois que je contemple son œuvre, » assura Harry en souriant. « Va te coucher, époustouflante créature. Tu sembles dormir debout. » Ginny termina son bol, se pencha sur son mari pour l'embrasser et se dirigea vers l'escalier menant au vestibule. Avant de franchir la porte de la cuisine, elle demanda : « Tout se passe bien au bureau ? » ?»« Oui, on a fait une bonne prise aujourd'hui. Je ne peux pas t'en dire plus, mais nous sommes tous ravis. »« Tant mieux, » se réjouit Ginny. « Bonne nuit, mon cœur. » Harry remercia Trotty, qui venait de lui apporter une assiette chaude, et engloutit son repas. Bien qu'il ait mangé rapidement, Ginny dormait déjà profondément quand il entra dans la chambre. Il se prépara pour la nuit et se coucha. Une chaleur à son poignet le réveilla à 5 heures du matin. Obsédé par leur enquête en cours, il sut immédiatement les raisons d'un tel appel. Avant même d'ouvrir les yeux, il était déjà debout, en train de passer sa robe de la veille. Quand ses paupières se relevèrent, enfin, cela ne changea pas grand-chose. Il faisait encore nuit, et la chambre était plongée dans l'obscurité. Il descendit l'escalier et se hâta vers la cheminée de la cuisine. L'adrénaline faisait fonctionner son cerveau à plein régime, et il lista mentalement la procédure à suivre avant de partir en mission. Michael Corner sortit d'une autre cheminée en même temps que lui. Ils se sourirent et traversèrent ensemble l'atrium pour rejoindre les ascenseurs. Hilliard Hobday était en train de pénétrer dans l'un d'eux. Il retint la porte pour ses jeunes collègues, et ils montèrent tous les trois, les yeux brillants d'expectative.